Avoir des rêves suffisamment grands, c'est être sûr de ne jamais les perdre de vue. Grands comme l'horizon par exemple. Grands comme ces avions qui deviennent minuscules lorsqu'ils se cachent derrière les nuages. Grands comme le monde à découvrir. Naviguer entre terre, ciel et mer, tirer des bords au-dessus de la grande bleue, devenir pilote, voilà un rêve partagé par tant d'enfants. Grandir en restant fidèle à ce rêve de gosse, c'est le cap qu'ont réussi à garder les femmes et les hommes que nous allons rencontrer. Tous sont habités par ce même désir, ce même besoin d'échapper aux lois de la gravité et de voler. Ils disposent d'un des plus beaux terrains de jeu qui soit, les Antilles françaises. Attention, décollage immédiat. Puis, qu'est-ce qu'on a? On a le 21 nord 56 ouest, 18 nord 58 ouest, 16 pour Fort-de-France. Voilà, 33-4, traverser sur la douane. Air Caraïbes, de sa direction générale et de tout l'équipage, je vous souhaite la bienvenue sur cet Airbus A330-300. Aujourd'hui, un temps de vol de 8h10 pour rejoindre Fort-de-France. Quelques turbulences dans la première partie du vol, ensuite du beau temps jusqu'à l'arrivée. Nous souhaitons un agréable vol. Commandant de bord sur A330 depuis 5 ans, André Guyot vit pleinement une passion née en culotte courte lors d'un premier vol transatlantique fait avec ses parents dans les années 60 et d'une rencontre sur les bancs de l'école primaire. J'ai eu un professeur qui, lui, était vraiment intéressé par le Concorde. Et régulièrement, il nous expliquait un peu l'évolution de tout ce qui était vol d'essai, vol de réception. Et ça fait que j'étais vraiment pris par la passion de l'aéronautique. Et mon seul but, en fait, c'était de voler. J'ai toujours voulu voler, être à bord des avions, changer de destination. C'est devenu une idée fixe. Mais on adore ça, hein. On passe notre temps en vol, en fait. Hein. Parce qu'on est au sol, effectivement, pour se reposer. Mais bon, au bout de 3-4 jours, on se dit, bon, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On commence à regarder le programme, si on repart en vol. C'est notre passion et c'est notre métier, quoi. C'est notre élément. On sent ses ailes pousser. Elles deviennent aussi longues que celles de l'avion sur lequel on pilote. Allez, au boulot. Voilà. C'est quoi la bonne nouvelle? Ben, on continue à monter gentiment. C'est l'école de la patience. Hein. On a commencé à 32 000 pieds, 32 000, 33 000, 34 000 pieds au bout de 3 heures. Donc c'est vraiment l'école de la patience. Hein. Un bon pilote, c'est un pilote humble. Le prestige du pilote et de son uniforme, ça compte. Mais pour André, le cœur du métier, c'est d'abord des valeurs humaines et le travail en équipe. Commandant de bord, on a effectivement la signature et la responsabilité, mais avant tout, on fait un travail de chef d'orchestre où il y a tout un équipage qui travaille pour la sécurité du vol. Et au sol, il y a 60 métiers environ qui gravitent autour. Le métier de pilote, c'est vraiment une chaîne humaine. Et c'est une chaîne où l'entraide est importante. Parce que ce sont seuls les pilotes, les instructeurs ou les mieux formés qui sont là-haut, qui peuvent aider, faire monter ceux qui arrivent derrière, qui leur donnent la main et les font monter. Mais on ne peut pas monter tout seul, ça n'existe pas. C'est impossible. Que autres panivoires qui merdent dans l'aéroport là. Et puis commandant, je dis à Messier Guyot et puis tout équipage dit qu'espère les autres fait un bon voyage. En Martinique, André Guyot fait partie de cette toute première génération de pilotes antillais. Avant eux, il n'y avait pas ou très peu de professionnels originaires de l'outre-mer. Il a fallu à ces pionniers démystifier l'aviation.
Ne pas penser que l'aéronautique, c'était pour les autres. D'ailleurs, l'aéronautique, c'est pour nous aussi. Les gens qui sont étonnés de me voir aux commandes d'un Airbus 330 me disant « Mais comment? Mais tu es martiniquais? Tu pilotes un 330 ?» Ah ouais, ben on est très contents, on est très fiers. Donc c'est un peu la fierté, une fierté pour moi et pour mon pays. Cette fierté, André Guyot la doit à un amateur passionné qui, dans les années 80, a créé un aéroclub et mis son avion à disposition pour que le rêve devienne accessible aux Antillais. Comment vas-tu, Dufond? Mieux quand je te vois. Ben voilà. Cet homme s'appelle Dufond Erapmoc. Oh oui. Je m'assieds, hein, Dufond. Un vrai passionné d'avion. Il s'est toujours intéressé, il passe sa vie pour les avions. Je me souviens, tu as eu Juliette Golf, tu as eu Hôtel Novembre. Hôtel Novembre, c'est l'avion mythique. Un beeper PA-28 qui, avec son hélice à calage variable et son train rentrant, était l'appareil qu'il fallait avoir piloté pendant plus de 30 heures pour passer le brevet de pilote professionnel. Donner accès à cet avion, c'était offrir une rampe de décollage aux plus motivés. Et tu as eu un troisième avion à un moment. C'est les deux avions que tu as eu, oui. C'est lui qui vous a servi à vous tous. Mais tu as formé combien de pilotes ont pu se former sur Hôtel Novembre à l'époque? 24. Tu as eu 24 pilotes professionnels. Professionnels, on est d'accord. Puisque n'importe qui ne volait pas là-dessus. Ils sont tous en compagnie. Voilà, et ça c'est ta fierté, on peut ouais, dire. C'est ma fierté. Hôtel Novembre, c'est mon avion fétiche. Le jour où j'ai les moyens, où j'achète un avion, je vais essayer de voir si je peux récupérer l'immatriculation et l'appeler Hôtel Novembre. Voilà, Détruit lors d'un cyclone, il ne reste plus rien à part des souvenirs émus de cet avion qui a permis à toute une génération de prendre son envol. À 81 ans, Dufond, quant à lui, traverse les tempêtes avec le flegme des grands pilotes et pour garder le cap, il ne se déplace jamais sans son manuel de navigation à vue. Je me demande toujours un renseignement là où je suis, alors des fois, pas de tête, j'ouvre le manuel quand même. Toujours un petit jeune qui va me demander un renseignement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceci, pour cela. Dans ce container caché en pleine nature, s'entassent tous les souvenirs d'une vie bien remplie et largement dédiée à l'aviation. Une passion qui n'a pas pris une ride. Les animaux, le fonctionnement du moteur, les vents et tout ça, en force et en direction. C'est comme si je faisais toujours ça. Vous voyez? Quand je me rappelle de tous ces machines-là que j'ai fait dans cette aviation, arrêté là avec 6400 heures de vol en privé. Et ces machines-là, quand on a ça dans la tête, c'est comme si on le faisait toujours, hein, même au sol. Et pour lui, s'il y a une règle fondamentale dans le monde de l'aviation, c'est celle de la rigueur. Il fallait, avec un avion, la rigueur là, de pilotage. Hein. Pour la météo, pour ceci, pour les atterrissages, vous ne savez pas quel vent vous allez rencontrer quand vous allez sur tel et tel terrain. Oui, c'était cette rigueur-là, et tous ceux qui n'ont pas obéi à cette rigueur-là ne sont pas revenus. Hein. Eh ben oui, c'était la belle époque, quoi. C'était l'époque, où on commençait à voler et tout ça, qui était merveilleuse. Hein. Aujourd'hui, l'un de ses plus grands plaisirs reste d'avoir l'oreille collée à la VHF et écouter les échanges entre la tour de contrôle et les avions en vol, comme s'il y était encore. C'est la météo, puisque ça donne la météo, une fréquence, ça donne la météo toutes les minutes, en français, en anglais, sans arrêt. Je mets généralement sur toutes les fréquences de la tour, de Trinidad 123.7, qui prend toute la région, tous les avions qui passent sur la Martinique à une certaine altitude. Ensuite, je prends une fréquence de Sainte-Lucie qui est à côté, tout ça. Oui, mais là, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'avions. L'après-midi, à partir de 14h, il commence à en avoir beaucoup. Dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup d'avions dans le ciel des Antilles, à part ceux utilisés pour l'épandage agricole. Je voyais que l'aviation commençait à se développer. Ça avait commencé par le traitement de bananes, mais il fallait faire venir des pilotes de l'extérieur, puisqu'il fallait être un pilote professionnel pour faire le traitement de bananes.
C'est ce qui avait beaucoup à faire, puisque l'aviation n'était pas développée comme ça a pris cet essor-là à partir de 1975. Et cette idée, c'était de revoir beaucoup de Martiniquais autour de moi dans cette aviation. Ouvrir la porte pour eux. C'était là mon idée jusqu'à présent. Et puis, il faut dire, au départ, c'était une passion pour moi d'aller dans l'air comme ça, voir qu'il n'y a pas de clôture, qu'il n'y a pas de frontières et tout. Dès que possible, il partageait ce plaisir d'être aux commandes avec ses jeunes protégés. Chaque fois que moi j'allais en quelque part, il y avait une place de libre, ils venaient avec moi. Et au retour, je leur mettais en place commandant de bord. Ils pouvaient noter ces heures-là sur leur carnet de vol. Bien que les années aient passé, Dufont garde ce même plaisir à regarder les jeunes s'envoler. Aujourd'hui, c'est Mike qui l'a pris sous son aile. Ce jeune garçon de 18 ans rêve de devenir contrôleur aérien. Une excellente occasion pour Dufont de rencontrer ceux qui l'écoutent à longueur de journée et surtout de jouer les entremetteurs auprès de Raphaël, un de ses anciens protégés. Voilà, bienvenue à la tour. On va monter. C'est un jeune qui veut devenir contrôleur aérien. Et monsieur Irepmok, qui est une légende de l'aéronautique aux Antilles, qui a participé à la formation de beaucoup de pilotes et beaucoup de passionnés de l'aéronautique. Monsieur Irepmok, qui louait ses avions, il était très impressionnant, jusqu'à présent d'ailleurs. Et on avait toujours peur d'y toucher en se disant, mon Dieu, il va nous dire que la ceinture n'est pas bien rangée, qu'on a oublié d'appuyer sur tel bouton. Enfin, à l'époque, c'est même contraignant. 20 ans après, c'était l'école de la rigueur et du bien faire. Sans des gens comme ça, je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Bon, ça fait longtemps que tu es intéressé par l'aéronautique. Depuis mon enfance, en fait, ça a commencé depuis que mon père m'a offert un flight simulator. Ah d'accord. De simulation, et c'est que j'ai découvert la passion pour l'aéronautique et ça m'a motivé pour continuer. Tu peux pas piloter, tu ne peux pas faire du contrôle aérien, tu ne peux pas travailler sur les pistes si tu n'es pas passionné par ce métier. On est dans le monde de Saint-Exupéry là. Hein. On est vraiment. Après, on rajoutera des moteurs plus puissants, de la technologie embarquée, mais l'âme du métier reste la même. Souvent, les gens considèrent que le métier de contrôleur aérien, c'est poser et décoller des avions. En fait, tu es quand même l'œil du pilote. Il te fait entièrement confiance. Enfin, il compte sur toi. Là-dessus, tu vas lui dire oui, je fais mon travail. Que tu sois un gros avion, un petit, je fais le même travail. Première mission du contrôleur aérien, mais c'est vraiment quelque chose qui nous obsède, c'est la sécurité. Avec plus de 65 000 mouvements d'avions par an sur le seul aéroport du Lamentin, soit presque 200 par jour, rendre le ciel plus sûr est une mission délicate. On a notre espace aérien avec la Martinique ici, notre zone de contrôle ici, donc c'est 45 000 km². Et tu vois un avion ici, c'est l'Air Caraïbes qui vient de Paris. Et le trait devant, ça représente le vecteur vitesse. Et là, tu as un vecteur vitesse à 9 minutes. Et tu vois que dans 9 minutes, environ, il sera à la verticale des installations. Et ensuite, on va le guider pour l'emmener comme sur un rail, sur l'axe final où il va pouvoir se poser. Au milieu, tu as du trafic autour. Là, tu as un avion qui est parti de Barbade et qui va vers Miami et qui doit croiser celui-là. Donc, le contrôleur aérien, justement, va appeler Barbade pour coordonner le trafic. Ici, tu as un avion qui est parti de la Dominique, qui va vers Barbade et qui va croiser la trajectoire de cet Air Caraïbes qui vient de la métropole. Et tu vois que dans 9 minutes, ils vont se croiser. Forcément, il faudra faire une action de contrôle pour s'assurer qu'ils se croisent dans les meilleures conditions de sécurité. Donc, en fait, un avion n'est pas juste un morceau de tôle. C'est un volume qui se déplace et un volume qu'on protège. Donc, on va protéger, on crée une bulle autour de l'avion et on s'arrange pour qu'aucun autre avion ne pénètre dans cette bulle. Restez au nord de l'axe. Je vous signale. Tu as un hélicoptère qui vient de coller de l'hôpital et qui veut venir sur le terrain. 6 minutes, je vous rappelle, pour rejoindre le H et également un 777. Regardez. Je te pose des fois si c'est possible. Tout est possible. Donc elle a une situation un peu complexe. Tu as un A330 encore qui est derrière, qu'on va amener à 2 minutes derrière pour que le premier ait le temps de se poser, dégager, pour que la 330 se pose. Juste devant, ils sont en train de poser 2 avions qui sont extrêmement proches l'un de l'autre. Il y en a un qui attend là-bas, il y a l'hélicoptère qui vient de décoller. Et tu vois, il y a encore un qui vient de
Oh, j'ai des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 7 en même temps. Et tu vois comment le contrôleur aérien a géré parfaitement. Regarde, pile au moment où lui va arriver, il sort de la piste, il arrive à son point de stationnement et celui-là sera autorisé à l'atterrissage. Et on en a décollé un autre. Et on a perdu aucun temps. Mais là, ça sous-entend une rigueur. Là, tu dis pas à rouler, on verra. Sang-froid à toute épreuve, logique, réactivité, sens des responsabilités sont des qualités indispensables. C'est un métier formidable. C'est pas un métier où on travaille seul, c'est un métier où on travaille en équipe. Il faut avoir la connaissance de tous les autres acteurs de l'aviation. Il faut être rigoureux. C'est formidable. Ça me donne la motivation pour continuer encore. C'est donc mission accomplie pour Raphaël, qui a su à son tour transmettre la flamme qu'il a lui-même reçue. C'est se transmettre l'amour du métier. Et l'amour du métier, ça permet de dépasser un certain nombre de difficultés, notamment en termes de formation. Il y a des moments où ça devient compliqué. On peut garder le cap, on peut garder l'objectif parce qu'on sait qu'on nous a transmis. Moi, je ne pourrais pas mal faire mon boulot. Je ne pourrais pas me présenter devant toi si mon boulot n'était pas bien fait. C'est pas possible. Et donc, le fait de passer de génération à l'autre, c'est un peu notre métier qui continue. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse. Passion et transmission. C'est aussi ce qui anime Aurélie et Anthony. Elle a 21 ans et c'est elle l'instructrice. Il en a 16 et c'est lui l'élève. Anthony n'a pas encore l'âge de conduire une voiture et pourtant, il est déjà aux commandes d'un avion. Le cockpit qui est géant. Mais encore ça va, parce que quand on regarde depuis derrière, on le voit encore plus grand. Des fois, quand on est derrière, on se demande même comment devant ils font pour voir. En fait, ça va, mais j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est parti. C'est grâce à l'existence d'aéroclubs comme celui des Ailes guadeloupéennes que de nombreux jeunes font leur initiation et prennent leur envol. Pour Aurélie et Anthony, c'est le décor d'une histoire de famille et pas comme les autres. C'est super de pouvoir voler avec mon frère parce que je suis avec lui depuis qu'il est tout petit. Je lui ai appris pas mal de choses et pour moi, c'est super de pouvoir lui apprendre le métier que je souhaite faire, que j'ai appris. Et puis c'est super aussi parce que de partager ça en famille, puisque moi, mon père me l'a transmis et donc j'essaie de le transmettre à mon frère. Et toi, t'es content? Oui, pour moi, c'est un peu c'est la suite logique des choses. Donc il y a eu pas et toi. Donc la suite logique, c'est toi et moi, et puis voilà. Et toi avec les futurs? Ouais, avec les futurs, c'est ce qu'elle a accompli. On se rend compte des difficultés que ça représente. On ne peut qu'avoir de l'admiration, en fait, parce que c'est franchement dur. Il y a de quoi être fier. Aurélie est non seulement la plus jeune, mais aussi la seule femme pilote professionnelle de Guadeloupe. Mon rêve, le premier, ce serait d'avoir mon frère piloter tout seul. Ensuite, j'espère que bientôt une compagnie m'ouvrira ses portes et me permettra de continuer à évoluer. Mais aussi, je souhaiterais continuer dans cette voie d'instruction et devenir instructeur en compagnie. Pour eux, la passion de l'aviation est une histoire de famille. On passe sur Baïf, là. Tu vois maman et papa? Ils sont déjà là? C'est l'heure du déjeuner et toute la famille les attend le long de la piste très particulière du Baïf, où toute remise de gaz est interdite. Pour des raisons financières, à la naissance de sa fille, Raymond, le père, a choisi de mettre de côté sa carrière de pilote professionnel pour investir sur celle de ses enfants. Non mais sans vouloir me vanter, il était bien mon atterrissage. Mais oui, il était bien, t'as déjà dit ça. Non mais c'est que moi-même ça m'a surpris. Et toi tu es dans ton élément. Eh oui. C'est ça en plus, hein. On voit que tout a son affaire. C'est vrai qu'on fait ça, on dirait que c'est tellement naturel. Pour que ça aboutisse au travail, parce qu'elle le mérite. Ah oui.
pour elle, pour ses parents qui se sont donnés du... J'ai pas l'impression de m'être sacrifié. C'est un coût qui est élevé. Hein. Bon, ça correspond, je sais pas moi, on peut dire un appartement à Paris, à peu près. Ah oui. Non, c'est vrai, hein, la formation. Hein. Un petit appartement à Paris. Oui, non, mais on est dans les 90 000, 100 000 euros. Quand tu comptes globalement depuis le début, c'est à peu près ça. La satisfaction de quelqu'un, ça peut être j'ai mon appartement. Eh bien, nous, c'est ça. On a les enfants qui réussissent. Bon. C'est son regret, hein, vu qu'elle a réussi. Mais oui, elle a un beau parcours. Donc, Toi, tu as vu mon avion? Quand on aime, on ne compte pas. Et qui sait si cette saga familiale ne va pas bientôt s'étendre jusqu'aux petites nièces. Elles partent pour leur premier vol, sous la responsabilité du père et de sa fille, qui se partagent les commandes. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aux côtés de votre fille pour ce vol? Déjà, ça me rassure, parce que elle a la précision de l'instructeur d'une part, mais du professionnel d'autre part. Donc, on se sent en pleine confiance, en fait. Bon, bien entendu, on est fiers aussi, mais en réalité, moi, c'est vrai que quand elle est là, c'est vrai que je me lâche. Mon pilotage est beaucoup plus reposé parce que je sais qu'il y a quelqu'un de compétent à bord. C'est super de voler. Tu peux voir d'autres gens qui sont à terre. Des voitures qui ressemblent à des bonbons. Des herbes, mais qu'on voit très petites. Ce qui est bien pour voler, c'est que quand tu as mal à la tête, ça fait tourner ton cerveau. C'est vrai ça. La passion, ça peut retourner le cerveau. Et à force de courir après leurs rêves d'enfant, il n'est pas rare que certains pilotes gardent toute leur vie une âme de gosse. C'est le cas de Simon Ayotte, qui est certainement l'un des derniers aviateurs aventuriers des Caraïbes. Sa vie, c'est toute une histoire, et elle est en grande partie liée à cet appareil. Cet avion, c'est le DC-3, c'est le fameux 841 Mike Bravo. Donc c'est l'avion que j'ai été chercher à Miami, j'avais 22 ans. Je suis parti à Miami avec une valise vide. J'étais le seul à savoir qu'elle était vide. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu la chance de trouver un Américain, un type d'un certain âge, qui s'appelait M. Hill, qui m'a fait confiance et qui m'a financé cet avion que j'ai payé en 3 ans. Et il fallait trouver toutes sortes de choses à transporter. Donc au début, j'ai trouvé des noix de coco à la Dominique que je transportais à la Martinique pour faire du punch coco, puisqu'il n'y avait pas assez de noix de coco à la Martinique. Ensuite, de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'il y avait un gros marché d'ânes dans la Caraïbe. Donc j'ai acheté des ânes à Barbuda que je revenais à Guadeloupe. Ensuite des chevaux de course que je transportais, que j'achetais à Barbade et que je revendais ici, des bœufs, tout un tas de... là, c'est un champ dans lequel on se posait. Je me posais dans un champ à Barbuda. La piste de Barbuda faisait à peu près 700 mètres. On allait chercher les ânes. Et un jour, j'arrive là et la piste est fermée. Moi, j'étais enragé quand j'arrive là. Et je me dis, on va à Codlington. Mais à l'époque, Codlington, ça faisait 440 mètres, 450 mètres. En DC-3, il faut 900 mètres, c'était un peu chaud. J'étais tellement énervé que je me dis, bon, on y va. Et Pierre Béger, qui était copilote, qui a terminé le commandant de bord sur Airbus A340 à Air France, me dit, on va mourir. Je dis, non, on va pas mourir. Il me dit, on va mourir. Alors je dis, écoute, on y va, on verra. Si je le sens, je te dirai. Arrivé en finale, il me dit, bon, je dis, sors le train. Il me dit, je sors le train, mais je suis contre. Sors les volets, je sors les volets, mais je suis contre. La piste est devant nous. Et il me dit, j'immortalise parce qu'on va mourir. Donc il fait des photos, et les photos sont là. L'avion touche, le village entier vient. J'ai jamais vu un gros avion comme ça. Il décollait normalement. Et l'avion, il est là. Il est sur la piste, tous les enfants des écoles sont venus. Ils n'ont jamais vu ça. Ils veulent voir l'intérieur de l'avion. Donc là, j'ai acheté mes langoustes, mais j'allais acheter mes ânes. Tu vois, je vends l'essence au marin pêcheur. Et on décolle. Et pour décoller, mais quand je suis remonté la piste, elle n'était pas du tout prévue pour un DC-3, tu te rappelles? Elle était trop étroite, donc ben, j'arrivais pas à tourner. La queue de l'avion traînait à terre, donc j'ai dépassé la piste pour tourner, mais j'ai envoyé Blaise de Jean, tu connais Blaise? Il marchait devant et puis il tapait sur le sol avec son pied. Moi je vais. Mais l'avion pèse 12 tonnes, lui il pèse 80 kilos. On
On s'est enfoncé tout de suite dans l'herbe. Quand j'ai bloqué les freins, on a viré, l'avion était comme ça, quoi. Puis on a fait un trou, il y avait de la boue partout et tout. Et j'ai réussi à décoller. Mais ça, c'est la belle époque. C'est vous, les gars, maintenant, en aviation. C'est plus moi, hein. Moi, j'ai fini avec ces conneries. Ça m'a fait tout bizarre de voir ces photos. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les photos, j'avais 10 ans, en fait. Et c'est à cet âge-là. Moi, j'avais 11 ans. Moi, j'avais 11 ans. Ça nous rajeunit, hein. Ouais, et c'est à cet âge-là, en fait, que je venais derrière la barrière à l'aéroport, où quand les avions arrivent en me disant, mais un jour, je vais les piloter. Ouais. En fait, tous ces avions que tu as en photo, le Caravane, le Dornier, c'est sur ça que j'ai commencé. Ben oui. Et en fait, c'est une époque extraordinaire, quoi. On a eu la chance de piloter ces avions qui sont magnifiques. Et puis après, c'est autre chose, hein. Bon, allez, on passe à autre chose, on se casse. Derrière ses airs rebelles, ce jeune garçon de 60 ans a créé dans les années 80 l'ancêtre d'Air Caraïbes, qui a depuis été racheté et fusionné pour donner la compagnie que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est le premier hangar d'Air Caraïbes. On a eu, toute notre flotte était garée là. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie là-dedans. C'est la vie, hein. Il faut savoir tourner la page. Entouré de ses 3 mousquetaires, Simon se déplace en avion comme d'autres prendraient leur voiture pour boire un verre sur une de ses îles préférées, celle de la Désirade. Comme dans les histoires d'amour, on se souvient toujours de la première fois. Mon patron m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Timal, quel âge as-tu » Timal, ça veut dire petit homme. Je lui ai dit 22 ans. Il m'a dit « Combien d'heures de vol as-tu » Je lui ai dit 700 heures de vol. Il m'a dit « Est-ce que tu veux être commandant de bord ?» Je lui ai dit « Bien sûr ». Il m'a dit « Tu vas chez toi, tu vas chercher tes affaires, tu es commandant de bord, tu pars en Colombie ». C'est comme ça que je suis passé commandant de bord. Je suis un avion pouvant transporter 32 personnes plus une hôtesse. Mais j'étais complètement malade. Je connaissais rien du tout. On aurait eu la moindre panne. On aurait été dans une situation extrêmement catastrophique et ça n'existe plus. On ne peut plus faire ça. Mais j'ai de la chance. Une bonne étoile qui me suit. On ne dit pas quelqu'un qui n'a jamais piloté à gauche, tu es commandant de bord, tu te casses avec l'avion. Quelqu'un qui a 700 heures de vol, qui ne connaît rien du tout. C'était une époque. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de panne grave à cette époque-là, puisque en DC3, j'ai eu 11 pannes de moteur. 11, c'est chaud, apparemment. 11 pannes de moteur. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment une panne de moteur. Mais à des endroits qui n'étaient pas trop difficiles, sauf une fois au décollage de Sainte-Lucie avec des chevaux à bord, mais j'ai réussi à revenir. Mais c'est panne de moteur. Je suis le roi du monde. Mais pour les cow-boys des airs, comme les pilotes de la nouvelle génération, l'une des principales craintes reste la même, la panne moteur. Voilà quelques années, Simon a pris Sébastien sous son aile et il va nous montrer que le jeune homme a été à bonne école. Tu veux voir si je suis un bon pilote? Allez, j'ai arrêté un moteur. On est sur un moteur. Ça tient sans aucun problème. Tu vas bien, Sébastien? Ah ouais, c'est super, hein, ben en fait, là, on a arrêté un moteur, mais bon, il y a juste une petite dissymétrie qu'il faut contrôler, mais l'avion ne perd pas d'altitude. On a juste perdu un peu de vitesse, mais pas grand-chose, mais l'avion, il n'y a pas de problème. Ça se pilote. Bon, on lui remet son moteur. Sébastien gère avec flegme la facétie de Simon, car c'est devenu un pilote expérimenté sur les ATR régionaux d'Air Caraïbes. Son histoire rappelle que le chemin parcouru par les gamins rêveurs se mesure au nombre de marches que le pilote grimpe pour partir en vol. C'est vrai que mes parents n'avaient pas trop les moyens au début de pouvoir me payer des heures de vol. Donc ma mère étant pâtissière, faisant de la pâtisserie, je faisais des gâteaux avec elle tout simplement. Et en fait, elle me donnait un peu d'argent à chaque fois lorsqu'on faisait des gâteaux. Et je mettais un peu d'argent à côté. Les heures du lycée, il avait son avion personnel pour pouvoir voyager à travers les îles. En fait, je lui lavais son avion tout simplement. Je passais l'aspirateur, je nettoyais les vitres et puis je gagnais quelques heures de vol ou encore un petit peu d'argent.
Et c'est ce qui m'a permis de mettre un petit peu de sous à côté, mais c'est toujours quelque chose pour montrer sa motivation et pour pouvoir dire je veux y arriver en tant que pilote. Et ensuite, il y a le boulot, il y a la confiance et c'est vrai que c'est comme ça qu'on y arrive, quoi. ISMCT volet 0, on fait la baïonnette, droite-gauche, première se repose en piste 12 en effectuant toutes les checks, puis urgence normale. Follow impeller, le bilan, atterrissage en piste 12. Il y a des questions? Se rendre comme ça d'une île à une autre, pouvoir changer d'environnement, assurer comme ça la continuité territoriale entre les îles. Je suis à Pointe-à-Pitre, dans 45 minutes je suis en Martinique. Dans 2 heures, je suis à Saint-Martin. C'est quand même assez sympa, quoi. J'ai l'impression que j'ai ça dans le sang, en fait. Je sais pas vraiment comment décrire ça. C'est en moi. J'aime voler. Dès que je suis en vol, je suis content. Et ensuite... Pilote automatique, il est en train d'effectuer donc son approche aux instruments. On a la piste face à nous, les conditions sont bonnes, on va pouvoir reprendre l'avion manuel. Volet 15. Quand j'ai commencé à piloter, je me souviens quand je sortais du lycée en fait, je me mettais toujours ici derrière la barrière à regarder les avions. Je connaissais les horaires et je les attendais tous comme ça et j'avais une petite VHF et je les écoutais par radio et j'attendais donc chaque avion qui décollait. Mon rêve ensuite était de pouvoir passer derrière cette barrière pour commencer à piloter. J'ai commencé en 1995 et ensuite donc j'ai pu me retrouver finalement sur ce parking, regarder différemment les avions. Et ensuite, le rêve, bien sûr, était de pouvoir passer ensuite de l'autre côté du parking pour arriver ici à l'aéroport Nord, Pôle Caraïbes, pour pouvoir donc piloter des avions un peu plus gros sur une compagnie aérienne. Le rêve continue de grandir, puisque Sébastien vient de réussir le concours interne qui lui permettra très bientôt de se former sur A330 et d'entamer un nouvel épisode de sa carrière. Il est en phase d'accélération, donc jusqu'à sa vitesse de rotation. Rotation. Voilà, il rentre le train d'atterrissage. C'est carrément magnifique. Chaque fois que je vois ça, c'est toujours la même émotion. C'est impressionnant. Depuis à l'âge de 4 ans que je vois ça, c'est toujours pareil. La passion, elle est toujours aussi forte, quoi. C'est magnifique. Mais un bon pilote sachant piloter doit savoir manier son manche en toutes circonstances. Et rien de tel qu'un tour en mobilette désert pour réviser ses fondamentaux. On peut pas faire plus petit, hein. D'ailleurs, j'ai encore un morceau de genou dehors, là. Je crois qu'on va prendre le frais, là, directement, là. Ça va être assez sympa. Bon vol. Merci. Sans surprise, pour un vol à sensation, Sébastien retrouve son meilleur complice, Simon. Bon, on va vérifier si ça marche bien. Tiens, il n'y a pas du tout de frein. Ouais, ça commence bien, c'est bon. 1, 2, 3, on vole. Décollage.
On a pris un billet. Mais ça n'a rien avec les autres avions, là encore c'est super sensible. Là, c'est dans une pièce de 5 centimes d'euros que ça se pilote. C'est très 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 sensible, c'est très maniable. Et puis c'est un autre plaisir, les portes sont ouvertes. On est dans une camionnette, quoi. C'est comme si on allait à la plage. Je vais passer ma licence du LM maintenant. En réalité, il n'y a pas une, mais des aviations, qui se conjuguent au gré des appareils et de leur calibre, des conditions atmosphériques et géographiques, ou encore en fonction des longueurs de piste, comme à Saint-Barth. Cette île précieuse ne se laisse pas facilement aborder. L'atterrissage y est tellement particulier que les vacanciers se postent souvent en bout de piste pour partager l'adrénaline des pilotes. Se poser aux commandes d'un tel avion est le rêve d'Amande, cette toute jeune maman qui a renoué tardivement avec le fil de sa passion. Ma mère était aussi passionnée de voltige. Donc on partait faire des loopings, je vais avoir 4-5 ans. Et mon père m'a mis très tôt dans un avion de chasse aussi, sur un Epsilon, je m'en souviens. Et non, j'ai des très très bons souvenirs. Par contre, j'ai de très mauvais souvenirs d'avoir eu toujours peur pour mes parents. Et à chaque fois qu'ils partaient en mission ou qu'ils partaient voler, j'étais jamais sereine. C'est ce qui m'a un peu freinée, je pense, et qui m'a fait commencer si tard l'aviation. Là, ça fait 1 mois que j'ai pas volé, mais j'ai un sentiment de vide. C'est des sacrifices, c'est un sacré investissement. Mais après, ça vaut le coup, hein, parce que c'est la liberté. On peut partir quand on veut, avec qui on veut. Sur une île comme Saint-Barth, c'est indispensable. Mais pour gagner sa liberté, il faut commencer par maîtriser parfaitement cette piste hors norme. Utilisable réellement en piste 10, il y a légalement 650 mètres, sauf qu'il faut quand même passer la tourmente et faire l'arrondi après. Donc ça mange une partie de la piste. Donc la piste est quand même très courte pour se poser. Quand tu fais une approche en 10, comme tu dois passer le seuil à 15 mètres, c'est très difficile avec la pente. En plongeant le long de la colline, on y arrive, mais tu vois, passage des 15 mètres, à l'entrée de piste, tu vas royalement arrondir dans cette zone. Et dans cette zone, avant la fin de la piste, il te reste 523 mètres. C'est quand même pas grand-chose. C'est bien pour éviter le plongeon en bout de piste qu'une qualification est obligatoire pour se poser à Saint-Barth. La maîtrise théorique y est aussi nécessaire que la pratique. Louis Bouquet, qui est aussi copilote sur A330, a monté cette école d'instruction qu'Amande fréquente assidûment. Mais comme cette jeune maman a récemment échangé les commandes pour les langes, elle trépigne à l'idée de prendre à nouveau de l'altitude. On va aller voler ? Au revoir ma chérie. À tout à l'heure. Ah, j'ai hâte là. J'ai hâte. Je devrais pas avoir le sourire comme ça quand je quitte ma fille, mais je sais que j'ai une mère indigne. C'est comme ça. C'est parti pour 5 tours de piste. 3 en passant au-dessus du col de la Tourmente et 2 arrivées depuis la mer, car les voies d'approche changent en fonction des vents. Ça va, les plans sont respectés. Tu peux les arrondis, mais ça fait un petit moment qu'elle n'a pas volé dû à l'accouchement, donc ça va, ça revient. Oui, puis on est plus léger maintenant, parce qu'il y avait quand même un bébé avant, hein. Attends, ça change tout, hein. Avant, on était 3 dans l'avion, voilà. En fait. Et justement, passer de 3 à 1 personne à bord, c'est le rite initiatique du lâcher, un moment fort en émotion. Là, déjà, j'ai le cœur qui bat, mais alors, il y a Louis à côté de moi, hein. Mais alors, les premiers, toutes seules, quand on est toutes seules dans l'avion, si j'avais quelqu'un avec moi, il me prendrait pour une folle. Je parle à mon père, à ma mère, à Louis, j'invoque toutes les forces, que tout le monde me vienne en aide. Et quand on baisse le nez, l'augmentation de vitesse. Ouais. 1500 pieds. Voilà, 1500 pieds. Pente arrière. Voilà. Sécurité.
Et on continue pas à descendre, on arrête la descente. Réduit. Je réduis, tu cabres. Voilà, je cabre, je réduis. Voilà, je remets un peu de puissance. Néanmoins, à Saint-Barth, les grosses sensations demeurent à l'atterrissage. J'ai jamais dit à Louis, mais les atterrissages comme ça, à chaque fois je dis, si j'arrive à le poser correctement, je resterai avec mon chéri jusqu'à la fin de ma vie. Je me lance des défis comme ça pour me motiver. Laisse-le descendre tout doucement. Voilà. Voilà, et là, remise de gaz. remise de gaz, c'est parti. Et wouh, top rotation. Aujourd'hui encore, c'est une manœuvre délicate. Alors on imagine le talent qu'il a fallu à Rémi de Hennem, qui en 1946 fut le premier à se poser sur cette prairie où paissaient des centaines de moutons et qui se finissait alors par une mare. Un exploit qui a changé le destin de cette île en l'ouvrant au tourisme. Vitesse, l'axe, je reprends mon axe. La vitesse c'est 60, pas 55 et on descend vers la piste. On n'a pas de néo comme ça. Voilà. Allez, on réduit. Tout doucement, on cabre, on cabre, on cabre. Doucement, voilà. Wouhou. Et on tient l'axe. Wow, doucement les pieds. C'est fou, par la voiture, on a vraiment ce sentiment de vitesse. Bon, tu vois, quand on arrive... Ouais, parce que tu es au ras de l'eau. Voilà, et donc on a vraiment l'impression qu'on va vite, et on se dit, mais on va jamais, on va se prendre la colline. C'est vrai c'est pour ça qu'on a tendance à avoir envie de ralentir, et en fait, t'as raison, on peut, très vite, on on décroche. Bon, petit bilan. Débriefing J'ai quand même laissé quelques neurones à Louise. T'as oublié un petit peu, des choses, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, le principal, c'est que je vais avoir un deuxième enfant, que je vais avoir un pilote professionnel. Qu'est-ce qu'il te reste à faire pour avoir le pilote professionnel? Oh là, des heures et des heures avec Louis, de théorie. Non, mais parce que ça, c'est de la rigolade, hein, le pilote privé par rapport au pilote professionnel. Ah, c'est pas pareil, non. Il y a beaucoup plus de choses à apprendre. C'est les maths, les formules, avec le bébé au sein, les couches sales, la popote pour le papa. Elle adore les bébés. C'était bien sympa, quand même. Hein. Moi, ça m'a fait du bien. En forme? Là, je vais avoir le smile au moins les 2 prochains jours, là. Là, c'est maman qui est de retour. S'en fiche complètement. Ça l'a pas perturbé. Devenir pilote professionnel est un rêve exigeant qui demande de la rigueur et de la persévérance. Si tous les pilotes sont méritants, certains le sont encore plus que d'autres. Raymond fait partie de ceux-là. Il est guyanais et son rêve a poussé au cœur de la forêt amazonienne. Il avait 7 ans et il sortait de l'école quand il a eu la révélation. Je garde toujours l'image et toujours la vision de cet avion. Je connais même toujours l'avion. C'était un Cessna 406 d'Air Guyane même. J'ai jamais lâché, j'ai jamais oublié ce jour-là. Je me suis plus ou moins promis d'y arriver. Et c'est une rêve qui est devenue réalité. Aujourd'hui, je vis de cette passion de transporter des gens tous les jours. Surtout les gens originaires du fleuve. Raymond est un enfant du fleuve. Il a grandi à Maripasoula, la plus grande commune de France, posée sur les berges du Maroni. 3 jours de pirogue depuis Saint-Georges, mais seulement 1 heure d'avion depuis Cayenne. Une navette que Raymond fait plusieurs fois par jour. La commune natale vue d'en haut. Hein. Dès que je travaille, j'en profite. Hein. Je vois même mon école hein, là où j'étais. De 40 au final à Maripasoula pour la clôture. Droite pour la 07 Maripasoula. 50, 30, 10. Ouh, eh ben. Dommage que ça passe pas la caméra, ça. Ah ben si. Ben non. Ben oui. T'as pas la sensation du truc. Arrivé à l'aéroport international de Maripasoula, Raymond est comme à la maison. Il y retrouve son père, qui lui aussi fait la navette, mais entre l'aéroport et le centre de la ville. Cette entreprise familiale n'est d'ailleurs pas étrangère à la réussite de Raymond. Si aujourd'hui je suis, je dirais, transporteur aérien, c'est que j'ai été transporteur terrestre avant. Donc durant mes vacances, ou dès que j'avais un petit moment de libre, le week-end,
Je travaillais avec mon père, j'ai toujours été à côté de mon père. C'était une chance aussi de devoir aller à la rencontre des pilotes, étant donné que je faisais la navette. Donc tous les jours, toutes les semaines, dès que possible, je n'hésitais pas à poser des questions à tous les pilotes, qui m'ont donné des très bons conseils d'ailleurs. Pour ce jeune garçon d'origine modeste, le plus difficile était aussi de lutter contre les vieux préjugés de la région, qui voudraient que les Bonnies, ce peuple du fleuve vivant au cœur de la forêt, seraient moins capables que celui des villes. J'ai eu des découragements, non par la famille, mais des amis qui me disaient que bon, c'est pas fait pour moi, c'est impossible, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Donc j'ai été découragée, mais je me suis pas arrêtée dessus. J'ai toujours essayé de surmonter cela et ça m'a permis même d'avancer, je dirais. Avoir la hargne fut aussi nécessaire lorsqu'il a fallu partir en métropole pour finir ses études. Là où ça a été vraiment difficile, c'est lorsque j'étais obligée de me détacher, non de Maripasoula vers Cayenne, mais plus de Maripasoula, Cayenne, la Guyane, vers la métropole. C'est là où c'était difficile parce que bon, j'arrive dans un climat que je ne connaissais pas du tout. Les études sont pas faciles, il fait froid, je suis pas chez moi, loin de la famille. Donc il y avait tout pour me décourager. Lorsqu'il a échoué ses épreuves, il nous appelait, il nous disait ouais, j'ai encore échoué. On lui disait non, ne baisse pas les bras, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et en fait, quand on est là. il a réalisé son rêve, voilà. Et on est très contents d'avoir un pilote Bonnie à Loukou, voilà. Dans la famille en plus. Ça fait du bien. Il s'agit d'une véritable aventure familiale. Tout le monde s'est privé pour l'accompagner financièrement, même si une grande partie de la formation a été prise en charge par la région Guyane. Ah non, c'est pas comme ça. Ah, l'atterrissage, ouf. C'est automatique. Oui. Point rouge. Enfin, il nous a vu. Mais t'as adoré. J'ai entendu dire que les hélices pivotent, c'est vrai? Oui. C'est ce que Olivier m'a dit. Oui, ça te donne un calage. Parce qu'en fait, c'est l'hélice qui tire l'avion. Et on va faire en sorte que Air Casal existe. Voilà, moi je vais faire en sorte. On va faire en sorte que Air Casal existe enfin. Je vais le construire, moi. De Maripasoula à Cayenne, maximum 25 minutes. Maximum, minimum 20 minutes. Un pilote Casal et un avion Air Casal, c'est bien. Ah oui, on va juste avoir notre propre boîte, c'est tout. Boîte familiale. Voilà une réussite qui donne des ailes à la famille Casal, dont la devise pourrait devenir « À cœur vaillant, rien n'est impossible ». C'est au bout d'une piste de décollage que se boucle la précieuse chaîne humaine des passionnés de l'aéronautique. La relève est là, des rêves plein la tête, et des avions dans le viseur, et l'indispensable radio collée à l'oreille. On autorise la 330 d'Air Caraïbes de décoller en piste 12. Donc voilà, les autorisations de contrôle de contrôle sont arrivées, donc il ne va pas tarder à décoller. Ça fait partie des photos ultimes, ça. Avoir le départ en même temps que le soleil. Faut avoir cette chance. Ces jeunes spotters mitraillent les gros porteurs avant d'un jour, peut-être, les piloter ou les aiguiller. Les générations passent et la magie demeure. Il y a tout, il y a le son, cette sensation de légèreté avec les ailes, par exemple sous la 330. On se demande des fois comment un avion peut voler avec 300 passagers
à l'intérieur et en même temps avoir cette élégance avec ses ailes. Par exemple, le 747 qui est majestueux, la 380 avec ses 2 étages, comment ils font pour voler. Chaque avion a une motorisation différente, un son différent. Et pour un passionné, c'est une mélodie différente. On se demande bien comment un avion peut voler avec 300 passagers à son bord. C'est sans doute au cœur de cette question d'enfant que se cache tout le mystère et le pouvoir de fascination que l'aviation exerce sur notre imaginaire. Un pouvoir qui donne des ailes à ceux qui croient en leurs rêves.